À la fête de Noël, mon fils millionnaire m'a prise dans ses bras et m'a dit « Tu profites bien des 5 000 € par mois, maman ?» Je suis devenue blême et j'ai répondu « Mon fils, je cumule 2 emplois. » C'est à ce moment-là que ma belle-fille avide s'est étouffée avec sa nourriture. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous me lisez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Je m'appelle Dorothée et à 65 ans, je pensais avoir connu toutes les formes de chagrin que la vie pouvait m'infliger. J'avais tort. Rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé à la fête de Noël de mon fils en décembre dernier, lorsque mon monde entier s'est effondré en une seule phrase. La fête était tout ce que j'attendais de Benoît et de sa femme, Éléonore. Extravagante, froide et conçue pour impressionner des gens que je n'avais jamais rencontrés. Leur maison ressemblait à une page de magazine, tout en comptoir de marbre et lustres en cristal. Je me tenais dans un coin de leur immense salon, vêtue de ma plus belle robe, une robe bleu marine que j'avais achetée en solde il y a 3 ans, me sentant complètement déplacée parmi les robes de créateurs et les costumes coûteux. Mes pieds me faisaient terriblement mal. Je venais de terminer un service de 8 heures au supermarché où je travaille comme caissière. Et avant cela, j'avais passé la matinée à nettoyer des bureaux au centre-ville. À mon âge, cumuler 2 emplois n'était pas facile, mais c'était le seul moyen de joindre les 2 bouts. Ma petite retraite couvrait à peine mon loyer, sans parler de la nourriture et des médicaments. Benoît était de l'autre côté de la pièce, incarnant parfaitement le PDG d'une start-up tech à succès qu'il était devenu. Grand, confiant, portant un costume qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois. Il riait avec des associés, faisant des gestes avec un verre en cristal de ce que je savais être un whisky hors de prix. Ma poitrine se gonflait de fierté malgré tout. Il avait travaillé si dur pour en arriver là, et j'avais tout sacrifié pour m'assurer qu'il le puisse. Éléonore flottait entre les groupes d'invités, comme si le monde lui appartenait. Elle avait toujours été belle, blonde, parfaitement apprêtée, avec ce genre de confiance qui vient de ne jamais avoir à s'inquiéter pour l'argent. Mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux verts chaque fois qu'elle me regardait. Quelque chose qui me faisait me sentir petite et indésirable. J'étais en train de prendre un petit four sur la table des amuse-gueules quand Benoît s'est approché de moi. Il avait bu quelques verres. Je pouvais le voir à la légère rougeur de ses joues et à sa démarche un peu trop assurée. « Maman !» dit-il, en passant son bras autour de mes épaules dans un geste qui se voulait affectueux, mais qui semblait calculé. « Tu es superbe. Vraiment superbe. »« Merci, mon chéri, » ai-je répondu, essayant d'ignorer à quel point son sourire semblait forcé. « C'est une fête magnifique. Toi et Éléonore, vous êtes surpassés. » Il a hoché la tête, mais ses yeux avaient ce regard distant auquel je m'étais habituée au fil des ans, comme s'il jouait le rôle du bon fils plutôt que de l'être réellement. « Je suis content que tu sois là, » a-t-il poursuivi. Et puis sa voix a pris un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Désinvolte, presque moqueur. « Tu profites bien de ces 5 000 € par mois, maman ? Tu te la coules douce, j'espère. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes genoux ont failli se dérober. 5 000 €? De quoi parlait-il ? Mon chéri, ai-je murmuré, ma voix à peine audible au-dessus du brouhaha de la fête. Quoi ? 5 000 €? L'expression de Benoît est passée de la confiance désinvolte à la confusion. L'argent que je t'envoie tous les mois. Les 5 000 € que je vire sur ton compte depuis 3 ans. Je me suis agrippée à son bras, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Benoît, je cumule 2 emplois. Je nettoie des bureaux à 6 heures du matin et je travaille au supermarché jusqu'à 20 heures. Je n'ai reçu aucun argent de ta part.
Le rire autour de nous semblait devenir plus fort, plus oppressant. Le visage de Benoît est devenu complètement blanc. C'est impossible. J'ai mis en place des virements automatiques. Éléonore m'a aidé à tout organiser. Elle m'a dit que tu étais probablement trop fière pour en parler, mais que tu avais besoin d'aide. À la mention de son nom, nous nous sommes tous les deux tournés pour regarder Éléonore. Elle se tenait près du sapin de Noël, une crevette à mi-chemin de sa bouche. Mais elle ne mangeait pas. Elle. Et nous fixait avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir un fantôme. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Et à cet instant, j'ai vu la vérité. La culpabilité, la panique, le calcul désespéré sur son visage m'ont tout dit. La couleur a quitté son teint soigneusement maquillé. Et puis elle a commencé à s'étouffer. Pas en s'étouffant avec la crevette, en s'étouffant avec la réalisation que son secret était découvert. Le fruit de mer est tombé de sa main alors qu'elle se saisissait la gorge, émettant d'horribles sons de suffocation. Mais je pouvais voir que ce n'était pas la nourriture qui causait sa détresse. C'était la peur. Une peur pure et sans mélange. Benoît s'est précipité à ses côtés, lui tapotant le dos, lui demandant si elle allait bien. Mais les yeux d'Éléonore n'ont jamais quitté les miens. En eux, j'ai vu 3 ans de mensonges, 3 ans d'argent volé, 3 ans à me regarder lutter pendant qu'elle vivait d'âne. Est-ce le luxe financé par ce qui aurait dû être mon soutien? La pièce semblait tourner. Les invités commençaient à remarquer l'agitation. Quelqu'un a demandé s'il fallait appeler un médecin, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le loyer que j'avais manqué le mois dernier. L'ordonnance que je ne pouvais pas me permettre de renouveler. Les nuits où je m'étais couché le ventre vide parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le loyer et la nourriture. L'argent, ai-je murmuré à Benoît alors qu'il continuait d'essayer d'aider sa femme qui s'étouffait. Où as-tu envoyé l'argent? Il a levé les yeux vers moi, son visage un mélange de confusion et d'effroi grandissant. Sur ton compte, celui qu'Éléonore a ouvert pour toi. Elle a dit que ce serait plus facile à gérer de cette façon, que tu vieillissais et que tu pourrais avoir du mal à suivre tes finances. Éléonore avait cessé de s'étouffer, mais elle haletait encore, me fixant, toujours avec ses yeux terrifiés. Elle savait que je savais, et elle savait que son petit monde parfait était sur le point de s'effondrer. J'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Juste une terrible et limpide compréhension de la façon dont j'avais été trahie par les 2 personnes qui auraient dû le plus me protéger. La fête continuait autour de nous, mais tout avait changé. Les rires sonnaient creux. Les lumières semblaient plus faibles. Et j'ai réalisé que cette belle maison, ce style de vie somptueux, cette parfaite célébration de Noël, tout cela avait été construit, au moins en partie, avec de l'argent qui était destiné à m'empêcher de m'épuiser au travail à 65 ans. Éléonore a finalement repris son souffle, redressant sa robe coûteuse et essayant de se ressaisir. Mais ses mains tremblaient, et quand elle m'a de nouveau regardée, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. Elle était terrifiée par moi. Et pour la première fois en 3 ans de lutte et de sacrifice, j'ai ressenti autre chose que l'épuisement et la résignation. J'ai ressenti du pouvoir. Debout dans ce salon opulent, regardant le visage de ma belle-fille rougir de culpabilité et de panique, mon esprit est revenu à une époque où Benoît avait besoin de moi plus que de toute autre chose au monde. C'est presque cruel, la façon dont les souvenirs fonctionnent. Dans vos moments les plus sombres, ils vous rappellent tout ce que vous avez perdu. J'avais 32 ans quand mon mari Robert est mort. Une crise cardiaque à 35 ans. Aucun avertissement, pas le temps de se préparer. 1 minute, il riait aux blagues stupides de Benoît,
âgé de 5 ans, pendant le petit déjeuner. La minute suivante, il était parti, me laissant avec un enfant en maternelle et une montagne de dettes médicales que l'assurance couvrait à peine. Ces premiers mois après la mort de Robert ont été les plus durs de ma vie. Benoît se réveillait en pleurant, réclamant son papa toutes les nuits, et je le serrais dans mes bras, dans notre minuscule appartement. Tous deux en deuil, à notre manière. Je me souviens d'un soir en particulier où il m'a regardé avec ses grands yeux marrons, les mêmes yeux qui me regardaient maintenant avec une telle distance, et m'a demandé quand papa rentrerait à la maison. « Papa ne rentrera pas à la maison, mon chéri, » avais-je murmuré, mes propres larmes tombant sur sa petite tête. « Mais maman est là. Maman sera toujours là. » Et je l'ai été. J'ai été là pour tout. J'ai cumulé 3 emplois pour nous maintenir à flot. Je nettoyais des bureaux avant l'aube, je travaillais dans un bistrot pendant la journée, et je faisais de la couture, le soir, après que Benoît se soit couché. Mes doigts étaient constamment piqués et enflés par le travail à l'aiguille. Mon dos me fait « c'est mal à cause du nettoyage ». Et je vivais avec peut-être 4 heures de sommeil par nuit. Mais Benoît n'a jamais su que nous avions des difficultés. Je m'en suis assurée. Quand il a voulu rejoindre le club de foot local, j'ai vendu mon alliance pour payer l'équipement et les frais d'inscription. Quand il avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école, je portais les 3 mêmes tenues pendant 2 ans pour qu'il puisse avoir ce que les autres enfants avaient. Quand il tombait malade, je faisais des doubles services pour payer les visites chez le médecin, parce que nous n'avions pas de mutuelle que je pouvais me permettre. Je me souviens de la nuit où Benoît est rentré de l'école, tout excité par une sortie scolaire au musée des sciences. Le coupon réponse exigeait des frais de 25 €. J'ai regardé ce bout de papier et j'ai senti mon cœur se briser. J'avais 12 € en poche et le loyer était dû dans 3 jours. Cette nuit-là, après, est-ce que Benoît se soit endormi? J'ai marché 6 rues jusqu'au Mont de Piété et j'ai vendu le collier de ma mère, le seul bijou de famille qu'il me restait. Le prêteur sur gage m'a donné 30 € pour quelque chose qui en valait probablement 10 fois plus, mais je n'ai pas discuté. Benoît a participé à cette sortie scolaire et il n'a jamais su ce que cela m'avait coûté. Les années de lycée ont été encore plus difficiles. Benoît était intelligent, brillant en fait. Mais il voulait suivre des cours avancés qui nécessitaient des manuels coûteux et des frais de laboratoire. Il voulait rejoindre le club de débat, le club d'informatique, le décathlon académique. Chaque activité signifiait plus d'argent que je n'avais pas, plus de sacrifices que je faisais volontiers. J'ai contracté des prêts que je ne pouvais pas me permettre pour lui acheter un ordinateur décent, quand il a montré un intérêt pour la programmation. J'ai travaillé la veille de Noël et la veille du Nouvel An, chaque année pour les heures supplémentaires, afin qu'il puisse avoir la calculatrice dont il avait besoin pour les mathématiques avancées, le kit de chimie qu'il voulait pour son anniversaire, les vêtements qui l'aideraient à s'intégrer avec ses camarades de classe, dont les parents avaient de l'argent. Les années universitaires ont failli me tuer. Benoît a été accepté dans une université prestigieuse avec une bourse partielle. Mais je devais encore trouver 30 000 € par an pour le logement, la nourriture et les dépenses que la bourse ne couvrait pas. J'ai pris une 2e hypothèque sur notre petite maison, celle que j'avais finalement réussi à acheter après des années de location, et j'ai travaillé toutes les heures que je pouvais trouver. J'ai vieilli de 10 ans pendant ces 4 années. Mes cheveux sont devenus complètement gris, mon arthrite s'est installée à cause de tout le travail physique, et j'ai développé de l'hypertension à cause du stress constant. Mais chaque fois que Benoît appelait à la maison pour me parler de ses notes, de ses stages, de ses projets d'avenir, j'avais l'impression que ça en valait la peine. Il a obtenu son diplôme avec la mention très bien en informatique et a immédiatement trouvé un emploi dans une start-up technologique qui allait finalement faire de lui un millionnaire. J'étais si fière que j'ai pleuré pendant sa cérémonie de remise des diplômes. Pas seulement parce qu'il avait réussi, mais parce que toutes ces années de sacrifice
avait enfin payé. Mais quelque chose a changé après l'obtention de son diplôme. Benoît a déménagé à l'autre bout du pays pour son travail et nos appels téléphoniques sont devenus moins fréquents. Il était occupé, disait-il. Des réunions importantes, de grands projets, des événements de réseautage. Je comprenais, il construisait sa carrière, exactement comme je l'avais toujours souhaité pour lui. Puis, il a rencontré Éléonore. J'ai su dès le premier instant où je l'ai rencontrée qu'elle ne m'aimait pas. Ce n'était rien de ce qu'elle disait directement. Éléonore était trop sophistiquée pour ça. C'était la façon dont elle regardait mes vêtements usés, mes mains calleuses, ma petite maison avec ses meubles démodés. Je pouvais la voir calculer ma valeur et me trouver en défaut. Elle a commencé à décourager subtilement Benoît de me rendre visite. Soudain, chaque fois qu'il prévoyait de venir me voir, il y avait une urgence au travail ou une obligation sociale qu'Éléonore jugeait plus importante. Quand j'appelais, elle répondait au téléphone avec une politesse froide qui indiquait clairement que je dérangeais quelque chose de plus important. « Benoît est en réunion », disait-elle. Ou « Il est vraiment débordé de travail en ce moment, Dorothée. Peut-être que tu devrais essayer d'appeler la semaine prochaine ?» Progressivement, les appels ont cessé complètement. Les cartes d'anniversaire sont devenues l'étendue de notre communication. Benoît envoyait des cadeaux coûteux, des choses que je ne pouvais pas utiliser ou dont je ne pouvais pas me permettre l'entretien, comme des foulards en soie ou des appareils électroniques que je ne comprenais pas. Mais il a arrêté de demander comment j'allais ou si j'avais besoin de quelque chose. Je me suis dit que c'était naturel. Les fils grandissent, passent à autre chose, fondent leur propre famille. J'avais fait mon travail en l'élevant. Et maintenant, il vivait sa propre vie. La solitude n'était qu'une partie du lot d'une femme âgée, dont l'enfant avait réussi. Mais debout dans leur manoir, regardant les lustres en cristal et les sols en marbre, calculant combien leurs meubles coûtaient par rapport à mon revenu mensuel, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine d'une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Toutes ces années de sacrifice, toutes ces nuits où j'avais eu faim pour qu'il puisse manger, toutes les fois où je m'étais épuisée au travail pour qu'il puisse avoir des opportunités. Rien de tout cela ne lui avait appris la valeur de prendre soin de sa famille. Éléonore l'avait convaincu que j'étais en quelque sorte en dessous d'eux, que mes difficultés étaient de ma propre faute, qu'aider sa mère relevait de la charité plutôt que de l'amour. Et pendant que je cumulais 2 emplois à 65 ans, nettoyant des toilettes et restant debout 14 heures par jour, il vivait dans le luxe, croyant que je recevais un argent que je n'avais jamais vu. Le pire n'était pas la trahison. C'était la prise de conscience que le petit garçon que j'avais consolé pendant ses cauchemars, l'adolescent pour qui j'avais tout sacrifié, le jeune homme dont j'avais été si fière, était devenu quelqu'un qui pouvait m'oublier si complètement. Alors que je regardais Éléonore lutter pour retrouver son sang-froid, évitant toujours mon regard, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le chagrin et la confusion étaient toujours là, mais en dessous d'eux, il y avait quelque chose de plus dur et de plus froid. Pour la première fois de ma vie, je ne pensais pas à ce qui était le mieux pour Benoît. Je pensais à ce qui était le mieux pour moi. Je me suis remémoré les innombrables nuits blanches passées à m'inquiéter, à coudre, à calculer chaque centime. Tout cela pour lui. Mon cœur se serrait en pensant à quel point j'avais été naïve, pensant que mes sacrifices tisseraient un lien indéfectible entre nous. Au lieu de cela, ils avaient pavé la voie à une femme qui voyait ma dévotion non comme un don, mais comme une faiblesse à exploiter. Elle avait construit son empire de faux-semblants sur les fondations de mon amour maternel. Et le plus poignant était que Benoît, mon Benoît, s'était laissé aveugler. Il n'avait pas vu le loup dans la bergerie. Il l'y avait invité,
lui avait donné les clés du royaume. Et ce royaume était mon cœur. La colère commençait à monter, une colère lente et brûlante, non pas contre mon fils, mais contre ma propre crédulité et contre la prédatrice qui avait si habilement démantelé ma famille. Les jours qui ont suivi la fête de Noël se sont écoulés dans un brouillard de silence inconfortable et de conversations difficiles. Benoît avait insisté pour me raccompagner chez moi ce soir-là, le visage pâle et tiré alors que nous étions assis dans sa voiture de luxe devant mon petit duplex. Il n'arrêtait pas de s'excuser, sa voix tremblant de confusion et de ce que j'espérais être un remords sincère. « Maman, je te jure que je n'en avais aucune idée, » avait-il dit, agrippant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. J'ai envoyé cet argent religieusement. Chaque mois, 5 000 € virés sur le compte qu'Éléonore avait ouvert. J'avais hoché la tête, trop épuisée et émotionnellement vidée pour dire grand-chose. « Je te crois, mon chéri, mais nous devons comprendre ce qui s'est passé. » 3 jours plus tard, Benoît a appelé et a demandé s'il pouvait passer. Sa voix était différente, plus dure, plus en colère que je ne l'avais entendue depuis des années. Quand il est arrivé à ma porte, il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis la fête. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, ses vêtements froissés, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui me rappelait le petit garçon qui courait vers moi quand il était blessé. « Nous devons parler, » dit-il en s'installant sur mon canapé usé avec une épaisse chemise de papier. J'ai fait quelques recherches. Je nous ai versé du café dans mes tasses dépareillées, les seules qui me restaient après avoir vendu la plupart de ma belle vaisselle l'année dernière, hier pour payer une réparation de voiture. Benoît a étalé les papiers sur ma table basse, pointant du doigt des relevés bancaires et des ordres de virement avec un doigt tremblant. « Voilà, » dit-il, sa voix tendue de fureur contenue. « C'est le compte sur lequel j'ai envoyé de l'argent pendant 3 ans. Regarde le nom dessus. » Je me suis penchée en avant, plissant les yeux pour lire les petits caractères. Le compte était bien à mon nom. Dorothée Elizabeth Crawford, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'adresse. Au lieu de mon duplex sur la rue de l'Érable, il indiquait une adresse que je ne reconnaissais pas. « Ce n'est pas mon adresse, » dis-je lentement. « Je n'ai jamais vu ce compte de ma vie. » La mâchoire de Benoît se contracta. L'adresse appartient à une boîte postale en centre-ville. Éléonore a intercepté tous les relevés. Elle m'a dit qu'elle t'aidait à gérer tes finances parce que tu vieillissais et que tu aurais avoir du mal à suivre les choses. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Elle a dit que je devenais sénile. Pas avec ces mots, mais... Benoît passa ses mains dans ses cheveux. Mon Dieu, maman, je suis si stupide. Elle a fait en sorte que ça sonne comme si elle te protégeait. Elle a dit que tu étais fière et que tu pourrais être gênée d'avoir besoin d'aide. Donc, il valait mieux que je gère tout par son intermédiaire. Je fixais les relevés bancaires, regardant les chiffres se brouiller alors que les larmes remplissaient mes yeux. Mois après mois, 5 000 € avaient été déposés sur ce faux compte. Mais les schémas de retrait racontaient une toute autre histoire. L'argent n'était pas épargné ou géré avec soin. Il était dépensé, souvent quelques jours après chaque dépôt. À quoi l'a-t-elle dépensé ? Ai-je demandé, même si je n'étais pas sûre de vouloir connaître la réponse. Benoît a sorti une autre liasse de papier, de relevés de cartes de crédit et des reçus qu'il avait apparemment rassemblés chez eux. Soins au spa, vêtements de créateur, voyage entre filles dans les vignobles avec ses amis, cet abonnement de gym hors de prix qu'il lui fallait absolument, le coach personnel, les manucures hebdomadaires, les virées shopping. Pendant qu'il lisait la liste, j'ai senti un étrange détachement s'installer en moi. Pendant que je sautais des repas pour pouvoir payer mes médicaments contre l'arthrite,
Éléonore se faisait faire des soins du visage à 100 euros. Pendant que je portais le même manteau d'hiver depuis 8 ans, elle s'achetait des sacs à main de créateurs. Pendant que je restais éveillée la nuit à m'inquiéter pour l'argent, elle vivait de la générosité de mon fils. Une générosité qui m'était destinée. « Il y a plus », dit Benoît doucement, et quelque chose dans son ton me serra l'estomac. J'ai trouvé des emails, une correspondance entre Éléonore et sa sœur, ses amis. Elle s'en vantait. Il m'a tendu des copies imprimées d'échanges d'emails, et en les lisant, j'ai senti quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans ma poitrine. Tu devrais voir comme il est facile de gérer la culpabilité de Benoît à propos de sa mère. Lisait un email. Je n'ai qu'à mentionner à quel point elle a du mal et il veut immédiatement jeter de l'argent sur le problème. Bien sûr, je m'assure que l'argent va là où il est réellement nécessaire. Maintenir notre style de vie. Sa mère survit très bien toute seule. Elle est plus coriace qu'il ne le pense. Un autre email était encore pire. La vieille pense en fait que Benoît ne se soucie plus d'elle. C'est parfait. Elle est trop fière pour demander de l'aide directement. Et Benoît a l'impression de faire son devoir en envoyant de l'argent. Pendant ce temps, je profite des avantages sans avoir à supporter une belle-mère d'homme. Et n'est-ce le besoin qui demande constamment l'aumône? Mais l'email qui m'a brisé le cœur était le plus récent, envoyé seulement 2 semaines avant la fête de Noël. Benoît n'arrête pas de parler d'inviter sa mère pour Noël. Je ne supporte pas l'idée de la voir dans ma maison, à tout juger, à faire en sorte que Benoît se sente coupable de notre succès. Il est peut-être temps de supprimer progressivement les virements. Elle s'est débrouillée si longtemps sans eux. Elle n'a manifestement pas vraiment besoin d'aide. J'ai posé les papiers avec des mains tremblantes. Benoît me regardait attentivement, son visage un mélange de rage, de culpabilité et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Maman, » dit-il doucement, « je suis tellement désolée. Je lui faisais entièrement confiance. Je pensais que je prenais soin de toi. » J'ai regardé autour de moi mon petit salon, les meubles que j'avais achetés d'occasion il y a 20 ans, la moquette usée par le temps, les fenêtres qui avaient besoin d'être remplacées, mais que je ne pouvais pas me permettre de réparer. Puis, j'ai pensé au manoir d'Éléonore, avec ses comptoirs en marbre et ses lustres en cristal, et des pièces plus grandes que toute ma maison. « Où est-elle maintenant ?» ai-je demandé. « Chez sa sœur. » Elle est partie juste après la fête. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle ne répond pas à mes appels. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr, elle s'était enfuie. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait, et elle savait qu'elle avait été démasquée. La question était de savoir ce qu'elle prévoyait de faire ensuite. Essayer de tout nier, me blâmer d'une manière ou d'une autre, ou tenter de manipuler Benoît pour qu'il lui pardonne? « Benoît, » dis-je prudemment, « j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Elle ne m'a pas seulement volé. Elle a volé 3 ans de ton amour, de ton inquiétude, de ton attention. Tu pensais m'aider, alors tu ne t'es pas soucié de savoir si j'allais bien. Tu n'as pas appelé parce que tu pensais que l'argent suffisait. Elle s'est assurée que je me sente abandonnée par mon propre fils pendant qu'elle profitait des avantages de ta générosité. Le visage de Benoît s'est effondré et pendant un instant, il ressemblait exactement au petit garçon qui pleurait dans mes bras après la mort de son père. « Je t'ai abandonné, » a-t-il murmuré. Je l'ai laissé me convaincre qu'envoyer de l'argent était la même chose que de se soucier de quelqu'un. « Tu ne savais pas, » ai-je dit. Mais même en prononçant ces mots, j'ai senti le poids de toutes ces années de solitude, de toutes ces nuits où je m'étais demandé pourquoi mon fils n'appelait jamais, ne venait jamais, ne semblait jamais se soucier de mes difficultés.
J'aurais dû savoir, dit Benoît avec véhémence. J'aurais dû venir plus souvent, appeler plus souvent, faire attention. J'aurais dû voir que tu t'épuisais au travail pendant que ma femme vivait dans le luxe. Nous sommes restés en silence un long moment, tous deux en train de digérer l'ampleur de la trahison d'Éléonore. Finalement, Benoît a repris la parole. « Que veux-tu que je fasse, maman ? Je vais la quitter. Je m'assurerai que tu récupères chaque centime avec les intérêts. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. » J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Sous les vêtements coûteux et l'extérieur réussi, je pouvais voir la culpabilité le ronger, l'horreur sincère de ce que sa femme avait fait. Mais je pouvais aussi voir autre chose. Un homme qui s'était habitué à l'idée que l'argent pouvait résoudre les problèmes, que le soutien financier équivalait à l'attentie. « On émotionnel. J'ai besoin de temps pour réfléchir, » ai-je dit finalement. À ce que je veux, à ce qui est juste, à ce qui va suivre. Benoît a hoché la tête, rassemblant les papiers. « Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Et maman, je vais arranger les choses. Je te le promets. » Après son départ, je suis restée seule dans mon petit salon, entourée des preuves de la tromperie d'Éléonore. Mais je ne pensais plus à l'argent, ni même à la trahison. Je pensais au pouvoir et à la façon dont j'avais complètement cédé le mien, sans même m'en rendre compte. Pour la première fois depuis des années, je pensais à ce que je voulais au lieu de ce que tout le monde attendait de moi. Et ce que je voulais, c'était quelque chose qu'Éléonore n'avait jamais considéré comme possible. Je voulais gagner. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation de Benoît sur le faux compte bancaire, et j'avais mené ma propre enquête. À 65 ans, je ne comprenais peut-être pas les ordinateurs comme mon fils, mais je comprenais les gens et je comprenais les archives. Des années à gérer les finances d'un ménage avec un budget très serré m'avaient appris à prêter attention aux détails que d'autres pourraient manquer. J'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé, entourée de papiers que j'avais demandés à la banque, quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Benoît s'est affiché à l'écran et quelque chose dans l'urgence de la sonnerie m'a dit que ce ne serait pas une conversation agréable. « Maman ?» Sa voix était tendue, épuisée. « Nous devons parler. Est-ce que je peux passer ?»« Bien sûr, mon chéri. » 20 minutes plus tard, Benoît se tenait à ma porte, l'air pire que je ne l'avais jamais vu. Son visage était hagard, ses vêtements froissés, et il y avait une qualité de défaite dans sa posture qui me rappelait le jour de la mort de son père. Derrière lui se tenait une femme que je ne reconnaissais pas, d'âge moyen, d'allure professionnelle, portant une mallette. « Maman, voici Patricia Guillaume. C'est une experte comptable judiciaire. Je l'ai engagée pour creuser plus profondément dans les finances d'Éléonore. » La voix de Benoît était plate, sans émotion. « Ce qu'elle a trouvé, c'est pire que ce que nous pensions. » Patricia m'a serré la main avec une poignée ferme, son expression sympathique, mais professionnelle. « Madame Crawford, pouvons-nous nous asseoir ? Ce que je dois vous communiquer est assez conséquent. » Nous nous sommes installés autour de ma petite table de salle à manger, et Patricia a ouvert sa mallette en sortant des dossiers épais de documents. « Madame Crawford, lorsque votre fils m'a contactée pour la première fois, je pensais que nous avions affaire à un simple cas de tromperie financière, une épouse interceptant de l'argent destiné à sa belle-mère. Mais cela va beaucoup plus loin. » Elle a étalé des relevés bancaires, des rapports de crédit et ce qui ressemblait à des documents juridiques. Votre belle-fille n'a pas seulement volé l'argent que votre fils vous envoyait. Elle a systématiquement manipulé l'ensemble du tableau financier de votre fils pendant des années. Benoît se pencha en avant, les mains jointes fermement. « Maman, elle a menti sur tout. La maison, les voitures, le style de vie,
Tout a été financé par de l'argent qu'elle prétendait dépenser pour divers besoins familiaux, y compris de l'argent qu'elle disait être pour toi. Je ne comprends pas, ai-je dit, bien qu'une terreur froide commençait à s'installer dans mon estomac. Patricia a pointé une série de transactions sur l'un des relevés. Votre fils a été incroyablement généreux au fil des ans, Madame Crawford. Pas seulement les 5 000 € par mois qui étaient censés vous revenir, mais aussi de l'argent supplémentaire pour ce Q. Éléonore prétendait être vos urgences médicales. Des réparations de maison, des problèmes de voiture, des crises successives qui nécessitaient une aide financière immédiate. J'ai senti le sang quitter mon visage. Quelles urgences médicales? Quelles réparations de maison? Exactement, dit Patricia d'un ton grave. Au cours des 3 dernières années seulement, Éléonore a prétendu que vous aviez besoin de 47 000 € pour diverses urgences. Un remplacement de toiture après des dégâts causés par une tempête qui aurait dévasté votre maison. Une intervention chirurgicale d'urgence que votre mutuelle ne couvrait pas. Un accident de voiture qui vous aurait laissé incapable de travailler pendant des mois. La voix de Benoît n'était qu'un murmure. Je pensais t'aider à traverser crise après crise. Chaque fois que je commençais à m'inquiéter de te rendre visite ou à me demander pourquoi tu n'appelais jamais pour me remercier, elle. Éléonore me disait que tu étais trop fière, trop gênée d'avoir besoin d'aide. Elle lui a dit que vous aviez spécifiquement demandé qu'il ne vous rende pas visite pendant ces moments difficiles, a poursuivi Patricia, lisant ce qui semblait être des emails imprimés. Que vous étiez déprimé par votre situation financière et que vous ne vouliez pas que votre fils vous voie en difficulté. Je fixais les papiers, essayant de digérer l'ampleur de ce que j'entendais. Non seulement Éléonore avait volé le soutien mensuel que Benoît pensait me fournir, mais elle avait inventé des urgences, créé des crises fictives, tout cela pour extorquer encore plus d'argent tout en s'assurant que Benoît reste loin de moi. Combien? Ai-je demandé doucement. Patricia a consulté ses notes. En incluant les paiements mensuels et les fonds d'urgence. Environ 230 000 € sur 3 ans. Le chiffre flottait dans l'air comme un poids physique. Dvesto tridezet tisoch eura. Euros. Plus d'argent que je n'en avais gagné au cours des 6 dernières années combinées. De l'argent qui aurait pu me permettre de prendre ma retraite, de vivre confortablement, d'arrêter de cumuler 2 emplois à un âge où j'aurais dû profiter de mes années dorées. Mais il y a plus, dit Patricia, et je n'étais pas sûre de pouvoir supporter d'autres révélations. Madame Crawford, connaissez-vous la propriété familiale de votre défunt mari? Le terrain que son grand-père lui a laissé? Je fronçai les sourcils. Vous voulez dire l'ancienne propriété en Dordogne? Robert en a hérité de son grand-père, mais nous n'en avons jamais rien fait. C'était juste un terrain sauvage, des arbres et un ruisseau. Après la mort de Robert, je n'avais pas les moyens de payer les impôts fonciers. Alors j'ai supposé qu'il avait été vendu pour taxes impayées, il y a des années. Benoît et Patricia ont échangé un regard qui me serra l'estomac. Madame, Crawford, dit Patricia prudemment, cette propriété n'a jamais été vendue pour taxes impayées. Votre belle-fille paie les impôts dessus depuis 3 ans. Elle a également commandé un relevé de géomètre et une évaluation environnementale. Pourquoi ferait-elle ça? Ai-je demandé, bien que quelque chose au fond de moi savait déjà que la réponse ne serait pas bonne. Parce que l'État prévoit une nouvelle extension d'autoroute et que cette propriété se trouve directement sur le tracé du développement. Le gouvernement sera obligé de l'acheter par expropriation pour cause d'utilité publique et l'estimation de l'indemnisation se situe entre 1,2 et 1,8 million d'euros. La pièce a commencé à tourner. Je me suis agrippée au bord de la table en essayant de digérer ce que j'entendais. Vous êtes en train de me dire que ce terrain vaut plus d'1 million d'euros? Oui, madame. Et légalement, en tant que veuve de votre défunt mari, oui. Vous êtes la propriétaire légitime. Mais Éléonore s'est positionnée pour en revendiquer la propriété en vertu du fait qu'elle payait les impôts et entretenait la propriété. Le visage de Benoît était blanc comme un linge. Elle planifiait ça depuis des années, maman.
Pendant tout le temps où elle te volait, te faisait lutter, me tenait éloignée de toi. Elle se positionnait pour voler aussi ton héritage. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais demandé ce qu'il était advenu de cette vieille propriété, toutes les fois où je m'étais sentie coupable de l'avoir laissée partir. Robert avait aimé cette terre. Son grand-père l'avait défrichée à la main, y avait construit une petite cabane qui s'était effondrée depuis longtemps. J'avais toujours eu l'intention de m'y rendre pour voir s'il y avait quelque chose de récupérable, mais je n'avais jamais eu le temps ni l'argent pour un tel voyage. Elle s'y est rendue, a poursuivi Patricia, entretenant le chemin d'accès, débroussaillant, faisant même expertiser les anciennes fondations. Elle a créé une trace écrite qui suggère qu'elle a été la gardienne de la propriété pendant des années. Peut-elle vraiment me la voler? Ai-je demandé. Pas si nous agissons rapidement, a déclaré Patricia. Mais elle a été habile pour créer une documentation qui pourrait soutenir une réclamation de prescription acquisitive. Si cela avait continué beaucoup plus longtemps, elle aurait pu monter un dossier juridique pour en revendiquer la propriété. Je me suis adossée à ma chaise, submergée par l'ampleur de la tromperie d'Éléonore. Il ne s'agissait pas seulement de voler de l'argent ou de manipuler ma relation avec mon fils. Elle avait systématiquement prévu de voler l'héritage de mon mari, la seule chose de valeur réelle qu'il avait laissée derrière lui. Il y a une dernière chose, dit Patricia, et sa voix était encore plus rudente. Madame Crawford, nous avons trouvé des preuves qu'Éléonore a fait des recherches sur votre assurance maladie, vos antécédents médicaux, votre espérance de vie. Benoît a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. Quel genre de recherche? Le genre de recherche que l'on fait quand on planifie des problèmes de succession future, a dit Patricia délicatement. L'implication m'a frappée comme un vent glacial. Éléonore ne s'était pas contentée de me voler et de prévoir de voler ma propriété. Elle avait calculé combien de temps il me restait à vivre, planifiant ce qu'elle pourrait réclamer après ma disparition. J'ai regardé mon fils, cet homme à succès qui pensait prendre soin de sa mère, pendant que sa femme me détruisait systématiquement. Son visage était décomposé par le chagrin et la rage, et quelque chose qui ressemblait à de l'horreur face à son propre aveuglement. « Benoît, dis-je doucement, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas ta faute. » Il a commencé à protester, mais j'ai levé la main. « Ta femme est une prédatrice. Elle t'a identifié comme quelqu'un avec de l'argent et un cœur généreux, et elle a exploité cela. Elle m'a identifié comme quelqu'un avec des biens et peu de protection, et elle a exploité cela aussi. C'était un plan à long terme exécuté avec une patience et une ruse incroyables. « Mais j'aurais dû le voir, » a dit Benoît, sa voix se brisant. « J'aurais dû venir plus souvent, appeler plus souvent, faire attention à ce qui se passait vraiment avec toi. »« Oui, » ai-je dit simplement. « Tu aurais dû, mais cela ne te rend pas responsable de ces crimes. » Nous sommes restés en silence un moment, tous en train de digérer l'énormité de ce qu'Éléonore avait fait. Finalement, Patricia a parlé. « Madame Crawford, que souhaitez-vous faire de ces informations? Nous avons suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales, un recouvrement civil et pour garantir votre droit légal à la propriété. Mais ces décisions vous appartiennent en dernier ressort. » J'ai regardé les papiers étalés sur ma table, preuve de la trahison la plus complète que j'aurais pu imaginer. Puis, j'ai regardé mon fils, qui me regardait avec un espoir désespéré et une terrible culpabilité. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » ai-je dit. « Mais Patricia, je veux que vous fassiez tout le nécessaire pour garantir mon droit légal sur cette propriété immédiatement, aujourd'hui si possible. » Bien sûr. Après leur départ, j'ai parcouru ma petite maison, la voyant différemment maintenant. Ce n'était plus seulement mon humble demeure. C'était la preuve de la manière dont j'avais été victimisée avec succès.
Chaque meuble usé, chaque appareil électroménager démodé, chaque signe de mes années de lutte témoignait de la cruauté d'Éléonore. Mais j'en avais fini une victime. Pour la première fois depuis des années, j'avais du pouvoir et j'avais l'intention de l'utiliser. 3 jours après les révélations dévastatrices de Patricia, Benoît m'a appelé tôt le matin. Sa voix était tendue d'une émotion à peine contenue. « Maman, Éléonore est de retour. Elle veut nous rencontrer tous ensemble. Elle dit qu'elle peut tout expliquer. » J'étais assise à ma table de cuisine, la même table où j'avais appris l'ampleur de la trahison de ma belle-fille, tenant une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. Devant moi se trouvaient les documents juridiques que Patricia avait fait préparer en urgence, des papiers officiels confirmant ma propriété du terrain de la famille de Robert, ainsi qu'une estimation préliminaire de sa valeur. 1,6 million d'euros. « Où veut-elle nous rencontrer ?» ai-je demandé. « À la maison ?»« Notre maison. Elle dit que c'est aussi sa maison et qu'elle a le droit de discuter. Air de cela en terrain familier. » Bien sûr, elle le voulait. Même dans la défaite, Éléonore voulait l'avantage de son territoire, entourée du luxe qu'elle avait acheté avec de l'argent volé. Mais j'en avais assez de laisser les autres dicter les termes de ma vie. « Non !» ai-je dit fermement. « Si elle veut parler, nous nous rencontrons au bureau de Patricia avec des avocats présents. Ce n'est plus une discussion de famille, Benoît. C'est une affaire juridique. » Benoît est resté silencieux un moment. Ça ne va pas lui plaire. Je me fiche de ce qui lui plaît. 2 heures plus tard, j'étais assise dans la salle de conférence de Patricia, vêtue de ma plus belle robe, la même robe bleu marine que j'avais portée à la fête de Noël. Mais d'une manière ou d'une autre, elle me semblait différente maintenant, plus comme une armure qu'une excuse. Benoît était assis à côté de moi, son avocat de l'autre côté. De l'autre côté de la table polie se trouvaient Éléonore et son avocat. Un homme à l'allure lisse dans un costume coûteux qui n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Éléonore avait une mine affreuse. Ses cheveux blonds habituellement parfaits étaient en désordre. Son maquillage ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux, et ses vêtements de créateur semblaient flotter sur elle comme des costumes sur le mauvais acteur. Mais quand nos regards se sont croisés à travers la table, j'ai vu que le calcul était toujours là, le sentiment qu'elle cherchait encore un angle, même maintenant. « Dorothée » a-t-elle commencé, sa voix douce et pleine de regret. « Je sais comment cela doit paraître, mais j'ai besoin que tu comprennes que tout ce que j'ai fait, c'était avec les meilleures intentions. » Patricia se pencha légèrement en avant, son stylo en suspens au-dessus d'un bloc-notes. « Madame Crawford, je dois vous informer que cette conversation est enregistrée avec le consentement de tous, comme l'indiquent les accords signés. » L'avocat d'Éléonore hocha la tête sèchement. Éléonore elle-même sembla hésiter un bref instant avant de continuer. « J'essayais de protéger Benoît du sentiment de culpabilité, » dit-elle, les yeux fixés sur moi avec ce qui aurait pu être un plaidoyer sincère. « Tu es si indépendante, si fière. Chaque fois qu'il voulait t'aider, tu refusais. Je pensais que si je gérais le soutien financier discrètement, tu pourrais conserver ta dignité tout en obtenant l'aide dont tu avais besoin. » Je gardais une expression neutre, mais à l'intérieur, je sentais une colère familière monter. Même prise la main dans le sac, elle essayait encore de manipuler le récit. « Et les impôts fonciers ?» demanda Patricia d'un ton neutre. « Les payez-vous aussi pour protéger la dignité de Madame Crawford ?» Le sang-froid d'Éléonore s'est légèrement effrité. Je protégeais un bien familial. Benoît est le fils de Robert par adoption, et quand Dorothée décédera, cette propriété reviendrait naturellement. « Je ne suis pas le beau-fils de Robert, » a dit Benoît sèchement. « Robert m'a adopté légalement quand j'avais 7 ans.
Cela fait de moi son fils, pas son beau-fils. Et cette propriété appartient à ma mère, pas à nous. Éléonore se tourna vers lui avec le genre de regard désespéré que je lui avais vu utiliser auparavant quand elle avait besoin de reprendre le contrôle. Chérie, tu es contrariée, et je comprends ça. Mais nous devons penser de manière pratique à l'avenir. Ta mère ne rajeunit pas, et cette propriété va nécessiter une gestion importante lorsque l'État commencera le processus d'acquisition. Une gestion que vous prévoyez de fournir ? Demanda Patricia. Pour des honoraires substantiels, je suppose. L'avocat d'Éléonore posa une main sur son bras, mais elle l'ignora. J'essayais de m'assurer que l'héritage de Benoît serait correctement géré. Dorothée ne comprend pas les transactions financières complexes. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Pas de la colère, mais une certitude parfaite et limpide. Éléonore, ai-je dit doucement, et ma voix portait une autorité calme qui m'a surprise moi-même. Je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Elle se tourna vers moi, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait véritablement incertaine. J'ai passé les 3 derniers jours à réfléchir à tout ce que tu as fait. L'argent volé, les fausses urgences, les mensonges que tu as racontés à mon fils pour le tenir éloigné de moi. La façon dont tu as planifié de voler l'héritage de mon mari. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer dans la pièce. Mais surtout, j'ai pensé à ce que tu m'as fait ressentir pendant 3 ans. Comment tu m'as fait croire que mon propre fils ne se souciait pas de moi. Comment tu as transformé son amour et sa générosité en armes contre nous deux. Le visage d'Éléonore était pâle, mais elle essayait toujours de maintenir cette sincérité manipulatrice. Dorothée, je n'ai jamais voulu que tu te sentes. Tu voulais exactement ça. Ai-je interrompu, et ma voix était toujours calme, toujours contrôlée. Tu voulais que je me sente abandonnée et oubliée. Tu voulais que Benoît ait l'impression de faire son devoir sans avoir à vraiment se connecter avec moi. Tu as orchestré notre séparation parce que cela servait tes objectifs. Je me suis levée, les documents de Patricia à la main. Benoît, dis-je en me tournant vers mon fils. Tu as proposé de réparer les choses, de me rendre l'argent volé, de quitter Éléonore et de recommencer. Benoît hocha la tête avec empressement. Oui, maman. Tout ce que tu veux. Je ne veux pas de ton argent, dis-je, et je vis le choc sur son visage. Je ne veux pas que tu quittes ta femme pour moi. Je ne veux pas que tu bouleverses ta vie pour réparer ce qu'elle a brisé. L'expression d'Éléonore se mua en quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, mais je n'avais pas fini. Je veux quelque chose de complètement différent. Je veux que tu fasses un choix, Benoît. Un vrai choix basé sur qui tu veux être et sur le genre de vie que tu veux mener. J'ai placé les documents de la propriété sur la table devant moi. Je vais être une femme riche, très bientôt. Cette propriété que ta femme a essayé de me voler vaut plus d'1,5 million d'euros. Je n'ai plus besoin de ton argent, et je n'ai pas besoin de ta culpabilité. Le visage de Benoît était un mélange de confusion et d'espoir. De quoi as-tu besoin, maman ? J'ai besoin que tu décides si tu veux une relation avec moi basée sur l'amour et le respect, ou si tu veux continuer à vivre dans un mariage construit sur le minceau, et la manipulation. J'ai regardé directement Éléonore, dont le visage était devenu complètement blanc. Parce que voici ce qui va se passer. Je vais vendre cette propriété et utiliser l'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie. Je vais quitter mes 2 emplois et déménager dans un endroit magnifique. Un endroit où je pourrai enfin me reposer. J'ai pris mon sac à main et me suis levée pour partir. Et, Éléonore, je vais m'assurer que tout le monde, tes amis, ta famille, ton cercle social,
sache exactement quel genre de personne tu es. Pas par une campagne publique, mais par des conversations prudentes et véridiques avec des gens qui comptent pour toi. L'avocat d'Éléonore griffonnait frénétiquement des notes, mais Éléonore elle-même semblait sur le point de s'évanouir. « Mais je ne vais pas porter plainte au pénal, » ai-je continué. « Et je ne vais pas te poursuivre pour l'argent que tu as volé. Sais-tu pourquoi ?» Elle secoua la tête, muette. « Parce que la meilleure vengeance n'est pas de te détruire. C'est de réussir sans toi. C'est de bien vivre pendant que tu vis avec la connaissance de ce que tu as fait. » Je me suis retournée vers Benoît une dernière fois. « Mon fils, si tu veux une relation avec moi, elle doit être réelle. Plus de virements d'argent, plus de gestes motivés par la culpabilité, juste de l'attention et du respect sincère entre une mère et un fils qui choisissent d'être dans la vie l'un de l'autre. » Benoît se leva, les yeux brillants de larmes. « Je veux ça plus que tout, maman. » « Alors tu sais ce que tu dois faire. » Je suis sortie de cette salle de conférence en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Derrière moi, je pouvais entendre la voix d'Éléonore, aiguë et désespérée, essayant de convaincre Benoît que j'étais déraisonnable, qu'elle pouvait changer, que leur mariage valait la peine d'être sauvé. Mais je ne me suis pas retournée pour voir ce qu'il choisirait. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je marchais vers mon propre avenir au lieu d'essayer de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Et c'était comme la liberté. 18 mois plus tard, j'étais assise sur la véranda de ma nouvelle maison dans le Luberon, en Provence, regardant la brume matinale se lever des collines. La maison n'était pas immense. J'avais appris que le bonheur ne vient pas de la superficie, mais elle était à moi, payée en totalité avec l'argent de la propriété familiale de Robert. Chaque matin, je m'asseyais à cet endroit précis avec mon café, m'émerveillant de la paix qui vient d'une vie vécue selon ses propres termes. L'État avait acheté la propriété pour 1,7 million d'euros, encore plus que l'estimation initiale de Patricia. Après impôts et frais de justice, j'avais net assez pour acheter cette maison, mettre en place un fonds de retraite confortable, et il me restait encore de l'argent pour le genre de vie que je n'avais jamais imaginé possible. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi, un SMS de Benoît. Nous avions développé une routine au cours de l'année écoulée, communiquant régulièrement mais naturellement, sans la culpabilité ou l'obligation forcée qui avait caractérisé notre relation pendant si longtemps. « Bonjour maman. J'espère que tu profites du beau temps. Sarah et moi descendons ce week-end si tu es libre pour dîner. » Sarah, la nouvelle compagne de Benoît, une femme gentille qui travaillait comme infirmière et me traitait comme une personne plutôt que comme une obligation. Elle ne ressemblait en rien à Éléonore. Chaleureuse là où Éléonore avait été froide, sincère là où Éléonore avait été calculatrice. La première fois que Benoît l'avait amenée en visite, je l'avais observée attentivement, cherchant des signes du même charme manipulateur qui avait y trompé mon fils auparavant. Au lieu de cela, j'avais trouvé une femme qui écoutait quand je parlais, qui posait des questions sur ma vie avec un intérêt sincère, qui aidait à faire la vaisselle, non pas parce qu'elle jouait le rôle d'une bonne belle-fille, mais parce que c'était sa nature. J'ai répondu par SMS « J'adorerais. Je ferais mon fameux bœuf bourguignon. » Il avait fallu 6 mois à Benoît pour quitter Éléonore après cette réunion au bureau de Patricia. 6 mois à essayer de sauver quelque chose d'un mariage construit sur des mensonges, des séances de thérapie de couple où Éléonore alternait entre des excuses larmoyantes et des accusations colériques. J'étais restée complètement en dehors de ça, me concentrant sur ma propre vie pour la première fois depuis des décennies. Quand Benoît a finalement appelé pour me dire qu'il avait demandé le divorce, sa voix était épuisée mais soulagée. Elle s'est battue surtout, maman. La M. Aison. Les voitures. Elle a même essayé de prétendre qu'elle méritait une partie de l'indemnité de ta propriété parce qu'elle avait géré les finances familiales pendant des années.
Éléonore n'avait rien obtenu dans le divorce, sauf ce que la loi exigeait. La moitié des biens qui appartenaient véritablement à Benoît, rien de l'argent qu'elle m'avait volé. Et certainement rien de l'indemnité de ma propriété. Son avocat avait tenté de faire valoir qu'elle méritait une compensation pour la gestion des soins qu'elle avait fournis, mais Patricia avait démantelé cet argument avec une efficacité glaciale. Aux dernières nouvelles, Éléonore vivait dans un petit appartement en ville, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Pas la chute spectaculaire que certaines personnes auraient pu souhaiter, mais une réduction silencieuse au genre de vie ordinaire qu'elle avait toujours méprisé. Benoît mentionnait parfois l'avoir vue en vie, elle, l'air plus âgé et plus dur. Mais ils ne se parlaient jamais. J'avais tenu ma promesse de ne pas porter plainte, mais j'avais aussi tenu ma promesse de m'assurer que les gens sachent qui elle était vraiment. Non pas par une confrontation dramatique ou une exposition publique, mais par le genre de conversation prudente et véridique qui compte dans une petite communauté. Quand ses amis demandaient pourquoi Benoît l'avait quittée, je leur disais simplement la vérité, si on me le demandait. Quand les gens se demandaient pourquoi elle avait déménagé du manoir, j'expliquais l'affaire de l'argent volé et des documents falsifiés. La vérité, s'est-il avéré, était plus puissante que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. Ma voisine, Madame Pelletier, est sortie de sa propre maison, me faisant un signe de la main en se dirigeant vers son jardin. Elle avait 82 ans, veuve comme moi, et au cours de l'année écoulée, elle est devenue le genre d'amie que je n'avais jamais eu le temps d'avoir quand je cumulais 2 emplois et m'inquiétais pour l'argent. Nous partagions des recettes, regardions de vieux films ensemble, et parfois nous nous asseyions simplement sur nos vérandas respectives, dans un silence confortable. « Bonjour Dorothée » a-t-elle lancé. « Le café est particulièrement bon aujourd'hui, n'est-ce pas? » « Un temps parfait pour ça, » ai-je répondu, et je me suis encore émerveillée de la façon dont des plaisirs aussi simples étaient devenus si précieux pour moi. J'avais quitté mes 2 emplois le jour où la vente de la propriété a été finalisée. Sortir de ce supermarché pour la dernière fois, raccrocher mon gilet de caissière, c'était comme me débarrasser d'une peau que j'avais dépassée il y a des années. Le travail de nettoyage avait été encore plus facile à quitter. J'avais simplement appelé l'entreprise et leur avais dit que je prenais ma retraite. La retraite. À 66 ans, je faisais enfin ce que la plupart des gens font dans la soixantaine, profitant des fruits d'une vie de travail, passant du temps à des passe-temps et à des relations au lieu de survivre. J'avais commencé la peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Mon petit atelier était installé dans ce qui était censé être une salle à manger formelle, le chevalet positionné pour capter la lumière des collines. Je n'étais pas particulièrement douée, mais ce n'était pas le but. Le but était d'avoir le temps d'être mauvaise à quelque chose de nouveau. Le temps de s'améliorer lentement. Le temps de créer quelque chose juste pour la joie de la création. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées matinales paisibles. Le nom de Patricia est apparu à l'écran. « Bonjour, Patricia. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas pour des problèmes juridiques. » Son rire était chaleureux. « Rien de tout ça, Dorothée. J'appelle avec de bonnes nouvelles. Vous vous souvenez de ce recours collectif contre la société de gestion financière qu'Éléonore a utilisé pour cacher votre argent? Bien sûr. Ils ont accepté un règlement. Le montant n'est pas énorme, environ 12 000 € pour vous, mais c'est quelque chose. Plus important encore, l'entreprise a accepté de mettre en place de nouvelles mesures de protection pour éviter ce genre de fraude à l'avenir. 12 000 € ne changeraient pas ma vie, mais savoir que d'autres familles pourraient être protégées de ce que j'avais vécu ressemblait à une victoire d'un autre genre. C'est une excellente nouvelle, ai-je dit. Il y a autre chose, a poursuivi Patricia.
J'ai été contactée par une organisation d'aide juridique. Ils voient de plus en plus de cas comme le vôtre. Des conjoints d'enfants adultes qui manipulent les finances familiales, isolant les parents âgés, ce genre de choses. Ils aimeraient vous parler pour que vous partagiez votre histoire, peut-être pour aider à développer des ressources pour d'autres familles. J'ai réfléchi à cela attentivement. Il y a un an, l'idée de rendre ma douleur privée publique m'aurait terrifiée. Mais maintenant, avec la sécurité de l'indépendance financière et la clarté qui vient d'avoir survécu à la trahison, cela ressemblait à une opportunité de transformer mon expérience en quelque chose d'utile. Je serais intéressée d'en savoir plus, ai-je dit. Après que Patricia ait raccroché, je suis restée sur ma véranda, pensant à l'étrange voyage qui m'avait amenée à cet endroit. La trahison qui m'avait dévastée m'avait aussi finalement libérée. Le fils que je pensais avoir perdu avait retrouvé son chemin vers moi, non par la culpabilité ou l'obligation, mais par un choix sincère. L'argent que je n'avais jamais su posséder m'avait donné non seulement la sécurité financière, mais aussi le pouvoir de façonner ma propre vie. La voiture de Benoît s'est garée dans mon allée juste au moment où je finissais ma 2e tasse de café. Il est sorti seul. Sarah devait être restée pour gérer des obligations professionnelles et s'est dirigée vers moi avec la démarche aisée d'un homme qui s'était débarrassé d'un fardeau important. « Bonjour, maman », dit-il en s'installant dans le fauteuil à côté du mien. Sarah s'excuse. Elle a été appelée pour une urgence à l'hôpital, mais promet de se rattraper le week-end prochain. Elle n'a pas besoin de se rattraper, ai-je dit. J'aime qu'elle prenne son travail au sérieux. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, tous deux regardant les collines. Finalement, Benoît a parlé. J'ai pensé à papa ces derniers temps, à ce qu'il aurait pensé de tout ça. J'ai souri. Il aurait été fier de la façon de... Ont-tu à gérer la situation une fois que tu as compris ce qui se passait. Et il aurait adoré savoir que la terre de son grand-père a finalement subvenu aux besoins de sa famille, comme le vieil homme l'avait toujours espéré. Tu penses qu'il aurait percé Éléonore à jour plutôt que moi? C'était une question que Benoît avait posée sous diverses formes au cours de l'année écoulée, et je comprenais la culpabilité qui la motivait. Mais j'avais aussi appris quelque chose sur le pardon. Pas le genre que l'on accorde aux autres, mais celui que l'on s'accorde à soi-même. Ton père était un homme bon, mais il n'était pas magicien, mon chéri. Les gens intelligents se font avoir par des gens manipulateurs tous les jours. L'important, c'est que tu l'aies compris finalement et que tu aies fait le bon choix. Benoît hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il portait encore une partie de ce poids. Benoît, dis-je, j'ai besoin que tu comprennes. Anne quelque chose. Ce qui s'est passé avec Éléonore n'était pas ta faute, mais plus important encore, ce n'était pas un gâchis. Ces 3 années de séparation, d'incompréhension, elles nous ont appris à tous les deux quelque chose de précieux. Il se tourna pour me regarder. Elles nous ont appris que notre relation ne peut pas être basée sur le devoir, la culpabilité ou l'obligation. Elle doit être basée sur le choix. Chaque conversation que nous avons maintenant, chaque visite, chaque message, c'est parce que nous voulons être dans la vie l'un de l'autre, pas parce que nous sentons que nous le devons. Les yeux de Benoît étaient brillants de larmes. Je veux être dans ta vie, maman. Pas parce que je me sens coupable du passé, mais parce que j'aime sincèrement la personne que tu es. J'aime m'asseoir ici et parler avec toi. J'aime entendre parler de tes cours de peinture et de tes amies voisines. J'aime que tu vives enfin la vie que... Et tu mérites. Et j'aime l'homme que tu es devenu, ai-je dit. Pas l'homme d'affaires à succès, bien que j'en sois fière aussi. J'aime la personne qui a été assez courageuse pour quitter un mariage qui tuait son âme,
J'aime la personne qui a choisi l'honnêteté plutôt que le confort. Nous sommes restés assis tranquillement un peu plus longtemps, et j'ai pensé à l'étrange mathématique de la perte et du gain. J'avais perdu 3 ans de la présence de mon fils, une somme d'argent considérable et l'illusion que la loyauté familiale était automatique. Mais j'avais gagné l'indépendance financière, une paix sincère et une relation avec Benoît plus profonde et plus honnête que tout ce que nous avions eu auparavant. Alors que le soleil du matin grimpait plus haut au-dessus des collines, j'ai ressenti le genre de contentement que je n'avais jamais connu auparavant. Non pas la gratitude désespérée de quelqu'un à qui l'on a fait une gentille « ce inattendu », mais la satisfaction solide de quelqu'un qui s'est battu pour ce qu'il méritait et qui a gagné. J'avais 67 ans. J'étais financièrement en sécurité, entouré de gens qui choisissaient de m'aimer plutôt que de gens qui se sentaient obligés de me tolérer. J'avais le temps de mal peindre, le temps de boire mon café lentement, le temps de regarder les saisons changer depuis ma propre véranda. Il m'avait fallu près de 7 décennies pour apprendre que la meilleure vengeance contre ceux qui essaient de vous diminuer n'est pas la destruction ou la punition. C'est de vivre si bien que leur trahison devient sans importance. Et pour la première fois de ma vie, je faisais exactement cela. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et pendant ce temps, je vous laisse sur l'écran final des autres histoires qui sont les favorites de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.